Je vais présenter maintenant Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal et Frédéric Druot, que je remercie de leur patience, parce que nous avons un petit peu dérapé sur les horaires. Alors, donc, les grands ensembles de logements, les grands ensembles, ont été au tournant des années 60 une des premières manifestations de la globalisation urbaine. Ils furent, en France, nous le savons tous ici, il y a beaucoup de Français, n'est-ce pas, particulièrement investis d'une mission de progrès. Ce n'était pas le cas partout dans le monde. Le logement collectif en France était en quelque sorte la cage de l'ascenseur social français. Mais ce modèle semble s'être ensuite effondré, sous son propre poids sans doute, et sa rigidité. Et donc on le rase, majoritairement aujourd'hui. Mais c'est le rôle émancipateur du logement qu'on détruit avec eux, objectent Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal et Frédéric Druot. Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal et Frédéric Druot ont appris l'architecture auprès de Jacques Ondelat, architecte qui fut en France un grand éveilleur. La question de l'habitat pour tous, d'un habitat abordable par tous, les réunit parfois, chacun d'eux à son itinéraire, dans la réflexion et dans les projets. Cet engagement est apparu en 2004, lorsque le trio a réfuté par un texte manifeste, le voilà, il est mémorable, une politique de rénovation des grands ensembles fondée majoritairement sur une nouvelle tabula rasa plutôt que sur la réparation, qui serait pourtant plus économe et plus attentive aux habitants. Leur position sur l'habitat est donc assez claire. Il s'agirait de ne jamais démolir. Pour autant, elle relève d'une pensée complexe. Elle enjambe en fait, je pense, deux générations de pensée. Elle relève du encore et du déjà. Ce sont de jeunes sexagénaires, n'est-ce pas? Ils ont encore de l'empathie pour l'héritage moderne. Je les cite. Le plan libre, condensait les fonctions dans un bloc minimum afin d'offrir autour espace, lumière, fluidité. Dans les grands ensembles, on a fait le bloc et on a oublié l'espace. Mais ce défaut n'est pas rédhibitoire. Il suffit de rajouter de l'espace. Mais s'ils ont encore cette empathie, ils ont déjà compris que la ville contemporaine n'est plus, comme au XXe, une ville à construire à partir d'une table rase. Elle est devenue un milieu existant, un palimpseste compliqué, empilé, qui constitue aujourd'hui la ressource principale. Je les cite une dernière fois pour conclure. Les grands ensembles sont là. Ils font partie de la situation. Quand on regarde autour de soi pour chercher des ressources, on les voit. Disponibles, recyclables. Notre approche, c'est d'extraire les qualités de ce déjà-là, sans idéologie, pour apporter plus de confort, de lumière et la vue la plus large. Chers amis, merci. Merci tout d'abord à tous les membres du Global Award for Sustainable Architecture. Merci pour ce prix qui nous touche énormément. Puis merci aussi pour nous donner l'occasion de rencontrer les autres lauréats et de voir qu'aux quatre coins du monde, que ce soit en Thaïlande, que ce soit au Pérou, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Namibie et ici aussi en France, on se retrouve autour d'idées communes, d'une volonté, d'une énergie commune. Et bravo pour tout ce travail. Merci aussi pour l'Institut d'architecture, Madame la Présidente, de nous accueillir pour expliquer tout ce travail. Il s'agit d'habiter. Il s'agit de bien habiter, d'habiter avec bonheur, d'habiter avec plaisir, d'habiter avec espoir. Et pour chacun, sans payer trop cher son loyer ou acheter son appartement. Ça, c'est un challenge magnifique pour les architectes, particulièrement intéressant. Il s'agit d'habiter sans se contenter du logement minimum. Il s'agit d'habiter sans penser au logement produit financier, au logement minimum. Essayer de trouver des espaces dans lesquels les habitants auront de la liberté, auront des choix, auront des possibilités, inventeront. Et dans tous les cas, nous sommes sûrs que le minimum n'est pas durable. Alors plus, il s'agit pour nous d'ajouter, de ne pas enlever, de ne pas démolir, de ne pas retrancher,
de faire avec ce qui existe déjà, de faire avec les ressources qui sont déjà là, d'inventer. Peut-être on a appris ça à l'époque où on était dans le désert, dans le Sahara, avec presque rien, faire beaucoup. C'est Martha qui disait ça. Avec peu de moyens, faire le maximum. Faire avec les arbres, avec les gens, avec la vie, avec l'histoire, avec les histoires qui se sont passées. Et le faire dans toutes les situations, dans les espaces aimés et dans les espaces mal aimés. Peut-être encore plus dans les espaces mal aimés. Ils sont souvent mal aimés par les gens qui n'y habitent pas. Faire avec. À partir du moment où on parle d'écologie, où on parle de développement durable, il paraît assez naturel de faire durer ce qui existe déjà, de le continuer et de le prolonger. Et quand on parle d'écologie ou quand on parle de développement durable, il ne s'agit pas seulement de le dire, il faut le faire. C'est une question de regard. Quel regard porte-t-on sur ces paysages autour des villes, dans les banlieues, ce qu'on appelle les quartiers? Est-ce que ce sont juste des grands parallélépipèdes posés dans le paysage? Ou est-ce que, avec Marina Vladi, avec Jean-Luc Godard sur le balcon, déjà on se sent mieux? C'est plus agréable. Et puis, il y a des façons de le voir différentes, en se disant il n'y a plus rien à faire, il faut tout casser, il faut tout démolir, il faut bousculer les gens, les faire partir, leur faire changer de quartier, leur faire changer d'endroit, perdre leurs amis, leurs voisins. Et ça, avec Frédéric et avec Anne, ça fait près de 20 ans qu'on est effarés par cette façon de faire, de démolition, d'enlever à ce point-là, cette violence. C'est incroyable comment l'architecture ou l'urbanisme est parfois violent. On n'est plus à l'époque du baron Haussmann à faire la tabula rasa, des grands axes, etc. Aujourd'hui, il faut regarder les choses différemment, encore plus quand on parle d'écologie, de développement durable. Donc au-delà du pragmatisme et de l'efficacité qui nous semble importante, il faut avoir de la compréhension, il faut avoir de l'attention, il faut avoir de la gentillesse. Je crois que ce mot de gentillesse est particulièrement important. Alors, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé depuis un peu plus de 10 ans? C'est le programme national de rénovation urbaine qu'on appelle ANRU, entre 2006 et 2015. Il y a eu à peu près 21 milliards d'euros qui ont été dépensés pour 400 000 logements existants. Il y a une somme de 16 milliards d'euros qui a été consacrée à la démolition et à la reconstruction. Et on a démoli dans cette somme 124 000 logements. On en a reconstruit 100 000. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on pourrait dire de façon caricaturale qu'avec 16 milliards d'euros, on a perdu 24 000 logements. À une époque, à un moment où on cherche par tous les moyens à construire plus, parce qu'il manque des logements, parce qu'il y a plus de 1 million de familles en France qui cherchent un habitat social ou un logement abordable, on ne comprend pas pourquoi on fait ça. Tout cet argent, il faut mettre tout cet argent, il y en a besoin, mais pourquoi aussi peu d'efficacité? Et puis parallèlement, il y a seulement à peu près 5 milliards d'euros qui sont consacrés pour 275 000 habitants et pour faire de la réhabilitation classique comme on fait depuis 30 ou 40 ans. Et on sait très bien que cette réhabilitation, elle n'a un futur que de 4 ou 5 ans parce que finalement après il faut continuer, refaire ou redémolir. On s'est aperçu malheureusement que la plupart des immeubles, des tours et des bars qui avaient été rénovés dans les années 80, finalement étaient celles qui ont le plus mal vieilli et qu'il a fallu démolir en premier. Par rapport à ça, avec Frédéric, avec Anne,
on a essayé de développer cette possibilité du plus, cette alternative au plus, c'est-à-dire avec exactement la même somme, au lieu de dépenser 164 000 euros par logement pour le démolir et pour le reconstruire, on peut, avec à peu près 55 000 euros par logement, faire exactement la même chose, sauf qu'on va produire dans ce cas-là des logements bien plus grands, bien plus vastes, offrant beaucoup plus de plaisir et de bonheur d'habiter par la transformation. Donc il s'agit de regarder les choses différemment, de se dire que là on est effectivement un peu dans un système de prison et des petites fenêtres, qu'il faut regarder le paysage différemment. Et on pense qu'il faut essayer d'ouvrir, de donner des perspectives, de donner des possibilités. On en revient presque à ces images des Case Study House Programme, ce programme des années 50 aux États-Unis, programme de logement social qui a fabriqué pratiquement les plus belles villas de la côte ouest des États-Unis. Mais il faut encore aller plus loin parce qu'il faut donner plus de liberté. Il faut effectivement pouvoir marcher après la façade, faire en sorte que tous les logements deviennent des sortes de villas, créer cette mobilité supplémentaire qui donne plus de plaisir, plus de liberté. On peut tourner autour des différentes pièces où on habite, ou que l'on habite dans la ville, à quelque étage que l'on soit. Transformer, ne jamais démolir, toujours ajouter, agrandir, donner plus d'espace, pour faire plus et mieux, parce que c'est bien cette ambition qui est nécessaire. C'est faire beaucoup mieux que le logement standard, beaucoup mieux que le logement minimum. À Bordeaux, au Grand Parc, on a trouvé un collègue, un ami qui a partagé ses idées, Christophe Hutin, et on a fait ce projet avec lui qui vient d'être terminé. Anne va en parler un peu plus tard. 4000 logements, pratiquement dans le centre de Bordeaux, et effectivement, ces grandes tours, ces grands rectangles, dont on a pensé dans les années 80 qu'il suffisait de peindre un peu la surface avec des couleurs marron, jaune et verte pour que la vie aille mieux. Mais réellement, ce n'est pas suffisant. Voilà, pardon. Vas-y, enlève un. Et donc, il faut revenir et regarder différemment les bars et les immeubles, et il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans, et par rapport à ce projet, 15 étages, des bars des immeubles qui font 150, 170 mètres de long, 530 familles, se dire qu'il y a 1000 pièces qui sont toutes différentes et qui ont une richesse absolument étonnante, la richesse de 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie, de gens qui ont patiemment, tous les jours, décoré, aménagé, amélioré, vécu des histoires à l'intérieur de leur logement. Il faut repartir de l'intérieur. Oui, il faut partir de l'intérieur et oublier la forme pour un temps. Partir des logements et de cet ensemble de situations, 500 situations, toutes différentes, qu'on a visitées, presque les unes après les autres, et se rendre compte que chaque habitant, chaque famille a donné là, à la base d'un logement tous les mêmes, chaque famille a donné une valeur, une plus-value. Et il faut se poser la question, partant de ces intérieurs, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour transformer, pour améliorer techniquement, pour améliorer énergétiquement, mais sans bouleverser ses intérieurs? Parce que quand on est rentré dedans, on a oublié la barre et on ne voit que ces situations-là. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque un peu d'espace, il manque de l'espace pour être plus à l'aise, il manque de pouvoir sortir, il manque de la lumière, il manque de la vue, il manque une meilleure façade pour dépenser moins d'énergie, il manque de rénover les sanitaires, les ascenseurs, et sans pour autant se refermer, se couper. Et le projet, donc, c'est de prendre cet existant avec toutes ces valeurs-là et d'être ambitieux dans sa transformation, pour transformer ces logements en sites occupés, parce que les 530 familles sont là et qu'il n'y a aucun logement vide, ou si peu, et que de toute façon, il n'y a pas de solution
pour les loger, en tout cas dans le quartier. Donc par rapport à ça, le parti pris, il est de se dire qu'on va régler tous ces besoins par l'addition, par l'extension, sans toucher aux situations existantes, ou en tout cas ne toucher que ce qui doit être modifié et le faire aussi finement et délicatement possible, en évitant les restructurations intérieures qui sont à la fois incompatibles avec le site occupé et qui en plus sont très coûteuses et prennent une partie du budget alors qu'on peut le rendre disponible pour créer cette générosité d'espace qui, plus que rénover, change complètement radicalement la situation de ces immeubles et cette situation de ces immeubles, elle se caractérise par la qualité des logements uniquement. Donc le projet, il est de... ici, c'est une petite partie, donc 1/5 des grandes barres, c'est de faire une extension sur le devant, plein sud, dans ces cas-là, 4 mètres, c'est-à-dire que ça permet d'ouvrir, de sortir, de transformer toutes les fenêtres en porte-fenêtres, de manière que depuis l'intérieur de chaque pièce, on puisse passer à l'extérieur, tourner par le jardin d'hiver, re-rentrer, comme on le ferait dans une maison, sur un terrain, et transformer ces logements collectifs un peu étriqués en pratiquement des villas, des maisons, qui vont offrir cette capacité d'usage supplémentaire, et surtout ces jardins d'hiver qui seront des lieux d'appropriation, d'usage, en même temps que par leur capacité thermique, ils vont régler les problèmes d'amélioration énergétique sans avoir à se refermer, sans avoir à rajouter des épaisseurs d'isolants sur les façades, mais au contraire, dans une démarche de prendre bénéfice du climat, des ressources naturelles, plutôt que de s'en exclure. Alors, cette démarche, elle implique une méthode de travail qui est très précise, très rigoureuse, qui prend le principe donc de travailler par l'extérieur avec ces modules de construction qui seront construits à l'avant des façades, à l'avant de toutes les façades. Il n'y a pas de sélection à faire. Si l'extension est intéressante pour un logement, elle l'est pour tous, elle est pour toutes les pièces, et pas seulement une pièce au choix. C'est important que tous les logements soient transformés également, sans se poser aucune question de la variété de la forme, du fini, du rendu, etc. Et puis profiter aussi sur la toiture des grands espaces plats pour rajouter encore quelques logements, quelques grands logements, qui vont permettre de bénéficier de toutes ces situations qui sont offertes ici. Donc le logement avant, le logement après. Le faire d'un seul côté était suffisant puisque tous les logements étaient au minimum traversants ou monorientés du côté sud, et donc c'était plus important dans l'économie de projet qui était donnée, qui était la même pour tous les concurrents du concours, c'est-à-dire autour de 45 à 50 000 euros par logement. Donc avec pour chacun la liberté de proposer les solutions. Donc c'était aussi de faire les choses les plus importantes dans la hiérarchie, donc donner plus d'espace, plus de lumière. Et puis donc le projet a été accepté, il a été présenté aux habitants et un processus s'est mis en place où avec notamment une très forte mise en commun et collaboration avec le maître d'ouvrage Aquitanis à Bordeaux. Eh bien, la prise en charge des perturbations de tout ce qui pouvait être engendré par l'habitant a été suivi et réalisé. Donc le processus qui passe par les additions, la façade finie, la possibilité pour les habitants d'aller sur les façades, les jardins d'hiver, et ensuite des travaux intérieurs de rénovation qui portaient sur l'électricité, les salles de bain refaites, quelques pièces refaites quand le locataire en avait le besoin, des nouveaux ascenseurs, et donc un processus de construction qui est parfaitement réglé, rodé à l'avance, donc qui exige une grande précision de travail,
pour que sur un chantier d'une telle envergure, il n'y ait pas une journée de problème, il n'y ait pas de problème de chantier particulier, avec un engagement qui était celui que les habitants restant dans leur logement, donc ils pouvaient dans la journée bénéficier d'un logement vide où ils pouvaient se réfugier, mais le soir, tous les soirs, ils devaient rentrer chez eux. Donc avec l'engagement que les travaux de changement des façades, donc ouverture des garde-corps, changement des baies vitrées, nouvelles baies vitrées, soient au maximum d'une durée de 2 jours pour un logement. Donc ça, c'est avec aussi la compétence de l'entreprise, un suivi très fort, ça a été, les choses ont été tenues de cette manière. Et le site occupé, d'une certaine façon, protège un peu aussi les bâtiments et accélère la méthode, puisqu'on est obligé d'être toujours très soucieux de ce qu'on fait subir aux habitants pendant les travaux. Donc un système de protection à l'intérieur qui permet d'éviter d'empoussiérer, d'enlever les joints d'amiante des façades, donc, et ensuite la nouvelle façade qui arrive, et la finition qui reste à faire, mais qui se fera par l'intérieur. Et donc passer de cette situation-là de logement, donc avec une fenêtre, à ces logements où tout s'ouvre sur ce jardin d'hiver, donc 4 mètres en avant. Ce jardin d'hiver qui est libre de fonction, donc qui reste à la liberté d'usage et d'appropriation de chaque habitant. Et on peut y voir que chaque situation encore devient le lieu de la créativité de chaque entreprise, de l'expression de chaque habitant, de chaque personne. Et donc on est surpris, après à peine la disponibilité arrive, que cette appropriation s'exerce sans qu'il soit besoin ni d'expliquer, ni de quoi que ce soit. Et puis en faisant ces transformations, eh bien, on transforme aussi le voisinage. Donc cet appartement-là, qui est lui-même transformé, eh bien, a aussi l'immeuble d'à côté qui est lui-même transformé. Donc ces logements sont transformés durablement parce qu'ils offrent des conditions très généreuses d'habitation, plus de lumière, une relation avec la vue, le climat qui est beaucoup plus intéressante, et surtout un travail de collaboration très étroit entre les partenaires principaux qui sont le client, le maître d'œuvre, l'entreprise et aussi les habitants, qu'il faut maintenant inclure dans ces processus, non pas comme seulement des entités à qui que l'on informe de temps en temps, juste pour faire le travail, mais qu'il faut aussi considérer comme des partenaires à leur place, non pas pour faire le projet ou pour construire, mais pour veiller à ce que leur rôle et leurs droits d'habitants et leurs envies d'habitants soient parfaitement suivis dans le projet. Donc ce projet-là a été assez significatif. Les discussions qui ont eu lieu aussi entre les locataires et leurs bailleurs Aquitanis ont fait que, à l'issue de ces travaux, avec les facilités supplémentaires qui ont été données, les économies d'énergie, la meilleure qualité des logements, il n'y a pas eu d'augmentation de loyer. Donc ces immeubles qui sont durablement rénovés avec et aujourd'hui qui sont plus considérés comme des lieux où il ne faut plus aller, mais apparemment une liste d'attente très importante maintenant pour venir habiter ici. Et puis quelques logements sur le toit qui ont permis, une dizaine de logements qui ont permis d'exploiter encore plus cette situation-là. Donc ce travail précis, patient, montre bien que ces immeubles-là qui étaient promis à la démolition et que finalement le bailleur social a convaincu ses administrateurs de le garder, eh bien, produit aujourd'hui des conditions d'habiter que certainement la démolition-reconstruction n'aurait pas amené, en tout cas en quantité et en qualité, dans ce quartier-là de Bordeaux. Frédéric, pour le deuxième exemple, qui était la tour Bois-le-Prêtre, qui était un peu antérieure à la cité de Bordeaux, mais qui a permis aussi d'ailleurs de tester déjà ces solutions-là, de travailler sur les logements et qu'on a pu ensuite aussi développer à Bordeaux, plus une troisième opération à Saint-Nazaire. Bon, comme le projet est assez similaire dans ses intentions, dans les points de vue qu'on partage sur la question du logement, l'attitude générale que Anne et Jean-Philippe ont
en montrer jusqu'ici. Je vais aller peut-être un peu plus vite sur la question de la présentation pour arriver à la fin de la présentation d'un deuxième projet d'architecture à la question peut-être qu'on peut se poser aujourd'hui sur la ville et comment passer finalement de l'architecture à l'urbanisme en faisant un mot un peu bizarre qui peut s'appeler archibanisme ou urbatecture, je ne sais pas, mais n'empêche qu'il y a un travail à faire sur l'urbanisme. Bon, donc très vite, la Tour Bois-le-Prêtre, c'est 100 logements. C'est un immeuble qui a été réalisé par Raymond Lopez en 62. Raymond Lopez, c'est lui qui avait en charge en 57 le plan Lopez, c'est-à-dire rechercher sur le territoire de Paris le maximum de territoires capables de permettre de sortir les gens des bidonvilles, de loger les gens sur la ville. Donc c'est à la fois un architecte important qui a très bien dessiné cet immeuble-là, et c'est aussi quelqu'un qui avait en charge et qui était soucieux, essayer de trouver, de faire revenir, de faire accroître les dimensions de la ville en termes d'habitabilité. Bon. La tour a été rénovée dans les années 95. On voit à gauche l'image, le projet d'origine. D'ailleurs, cet immeuble-là est parfaitement identique à celui qu'il a réalisé à côté de Berlin. En 95, on finit l'amiante en France, donc on tartine tous ces immeubles-là avec 20 cm de laine minérale, des fenêtres en PVC, et puis la palette chromatique dont a parlé Jean-Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire c'est à peu près la même, et à droite, c'est l'image du concours qu'on a fait. Bon. Ce qu'on ne sait jamais, c'est qu'effectivement cet immeuble aurait pu être soumis à des démolitions. Il en a été question, sauf que Paris Habitat a lancé un concours, peut-être suite de la présentation du book qu'on avait fait sur Plus, et que généralement, quand il y a des sujets de démolition, il y a très rarement dans les dossiers de démolition les intérieurs, c'est-à-dire effectivement l'intimité, le patrimoine, les gens, la facilité, l'amour, le plaisir. Cette phase-là, elle est toujours cachée, alors qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une diversité. La diversité, elle parle d'ici. Bon, donc il y a les différences de culte, des différences de culture, des différences d'espace, des affections très particulières pour des choses qui nous échappent peut-être parfois, mais qui sont tout à fait à respecter. Des cultures aussi un peu particulières, des gens qui peuvent venir de Suisse et qui sont attachés à leur pays, enfin, des choses comme ça. On comprend aussi qu'il y a des difficultés sur l'organisation de ces bâtiments. Petit garçon de 7 ans pourra avoir du mal à voir au-delà de la fenêtre, et qu'effectivement, si tu es au 15e étage de Paris, il pourrait en bénéficier un peu plus. Bon, il y a des problèmes à régler de ventilation, de sanitaire, de choses comme ça. Mais la question, elle est globale, elle est sur la question du logement, et surtout sur l'attention qu'on peut porter effectivement au fait qu'il y a des gens qui sont là depuis 40, 50 ans et dont l'appartement constitue la totalité de la vie. Voilà. Et que ces choses-là, il n'est pas question effectivement de les démolir, mais au contraire de les actualiser par rapport à des besoins de lumière, de surface, d'énergie en moins, tout ce qui a été dit par Anne et Jean-Philippe précédemment. Bon. Donc le projet il est relativement simple. Les gens, encore une fois, dans ce projet-là, vont rester dans la tour pendant les travaux. Donc le principe, c'est toujours d'éviter le maximum de contact avec leur intérieur, mais de projeter à l'extérieur les extensions qui vont apporter de la fluidité, un peu plus d'espace, un peu plus de lumière à chacun, et au bout du compte, leur donner cet espace-là. La question du loyer, elle est identique à Bordeaux, il n'y a pas d'augmentation de loyer, si ce n'est un rajustement des charges, mais du loyer, mais qui est compensé par la diminution des charges en énergie. Bon. Donc, ce qui est à faire, ce qui est un peu différent de Bordeaux, c'est qu'effectivement, il y a une demande particulière au niveau des familles. On s'aperçoit que sur la tour, quand on commence à travailler et qu'on concerte un peu plus les familles, c'est qu'il y a des besoins réels, de besoins familiaux. C'est-à-dire que finalement, la tour est en sous-capacité d'accueillir les gens qui l'habitent. Ça veut dire qu'il va falloir d'abord, avant de travailler la question propre de chaque logement, travailler la question de l'organisation des typologies, des nouvelles typologies, et la question de l'extension de l'habitabilité de l'immeuble. C'est pour ça que les plans de gauche, c'est les plans existants. Bon, il y a deux niveaux un peu décalés, et avec des T2 et des T3 sur un étage et des T5-6 sur l'autre. Mais les parties en jaune, en fait, sont les extensions qui vont permettre, en fait, de loger tous les gens qui habitent dans la tour. Donc le premier travail, c'est l'augmentation de la capacité d'habitabilité de la tour. Et ensuite, effectivement, donner à chacun, à chaque famille, pas au hasard comme ça, Balthazar, un coup par-ci, un coup par-là, donner à toutes les familles la capacité de pouvoir sortir dehors, bénéficier de lumière, d'une extension. Le principe est plus simple qu'à Bordeaux, la façade est légère.
Elle est bien conçue, donc elle est facile à enlever, et en remplacement de cette façade légère va être posé le jardin d'hiver, le balcon, qui est dans ce cas-là un petit peu plus petit qu'à Bordeaux. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'à Bordeaux, comme on avait moins d'argent, on l'a fait plus grand. Voilà. Bon, donc on a la coupe à gauche existante et l'épaississement de cet immeuble au droit de chaque appartement de façon presque simple. Hein. Toutes les extensions sont fondées indépendamment de la tour pour des raisons structurelles. Ce qui est important, c'est que la question climatique, elle est abordée différemment des préconisations qu'on nous fait généralement, c'est-à-dire la question de l'isolation. C'est un objectif, mais c'est la résolution technique, c'est pas un objectif. Mettre 20 cm de laine minérale au droit de chaque fenêtre, comme on préconise tous les labels aujourd'hui, c'est une ânerie durable. Bon, personne n'a jamais aimé habiter 20 cm de laine minérale. Je pense par contre habiter un jardin d'hiver, aller sur le balcon, c'est quand même peut-être plus préférable. Et la performance de ce dispositif est plus performante que les simples 20 cm de laine minérale qu'on nous impose et qu'il faudra enlever d'ailleurs dans 10 ans parce qu'on sait qu'il pollue. Bon, bref, voilà. Donc l'autre souci, c'est que dans la tour, différemment à Bordeaux, c'est que par rapport à ces réajustements des capacités de chaque logement par rapport aux familles, on a un mouvement à l'intérieur de la tour des familles. Donc ça veut dire qu'on a une complexité un peu particulière qui est le fait d'avoir à fournir à chaque personne la bonne typologie de son nouveau logement à l'intérieur de la tour. Par exemple, il y a des familles qui se sont réduites, qui avaient un grand appartement où 2 personnes se retrouvent dans un T6. Donc elles demandent, par exemple, avoir 2 T2. Bon, donc il faut retrouver à l'intérieur de la tour la possibilité d'avoir 2 T2, ou l'inverse. Bon, voilà. Donc il y a 40% des gens qui vont rester dans leur appartement proprement dit, et 60% des gens qui vont tourner dans la tour. Ça veut dire que ce travail-là, il faut qu'on le fasse, nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on propose les affectations à chaque famille pour qu'elles soient OK ou pas sur les propositions qu'on leur fait. Ce travail-là, si on ne le fait pas, personne ne le fera. Si on le fait pas, ça veut dire que personne ne le fera, et ça veut dire que la famille, on lui dira non, il n'y a pas l'appartement qu'il vous faut, donc vous pouvez partir. Donc c'est un travail qui étend notre mission d'architecte. Donc tout ça, il faut le lisser dans des registres, compte tenu de l'historique. Ce n'est pas des architectes, ce sont des gens qui connaissent leurs besoins, mais ils peuvent un peu varier d'hypothèses. Pour résumer, on a un immeuble, on a des besoins en nombre de pièces complémentaires, on est architecte, on sait à peu près les placer. Comme on est un peu plus qu'architecte et qu'on est assez généreux et gentil, on rajoute les jardins d'hiver, et il faut s'occuper de l'affectation. Voilà. Et à la fin, on a un projet qui s'appelle la Tour Bois-le-Prêtre. Bon, on a gagné en énergie 60% de la consommation, on est passé de 3 typologies de logements à 7 typologies, on a des loyers qui ne bougent pas, et on a une accessibilité 100% de tous les logements, avec peu de choses. Bon. Donc la tour, c'est comme ça, les travaux, c'est comme ça, je vais plus vite. Voilà, en un mois, on passe, pour une façade, on monte toutes les... En un mois, on a monté une façade complète de balcon. Après, il faut les finitions, c'est un peu plus long. Donc on était comme ça, maintenant on est comme ça. C'était comme ça. Sécurité dans les années 90, qu'est-ce qu'on fait pour les problèmes de sécurité en France? On met une grille, c'est très joli, puis comme on s'aperçoit que ça fait un peu prison, on rajoute un petit soleil et puis des mouettes, comme ça, on dit tiens voilà, on a fini notre mission, c'est très bien. Maintenant c'est comme ça. De l'intérieur, c'est très pratique en plus, c'est en bas des marches, donc on a quand même le soleil, mais bon, c'est toujours le bazar. Et maintenant, c'est devenu comme ça. C'était comme ça, un peu encombré, mais on sentait qu'il y avait quand même un peu d'amour, un peu d'attention à plein de choses, une histoire, quoi. Et voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc il y a plusieurs, c'est un peu comme ça, différemment chez tous les gens. Les gens occupés différemment les jardins d'hiver, parfois parce qu'on aime l'alcool, parfois parce qu'on aime la couture, parfois parce que, voilà, comme ils veulent. Et c'est pas notre problème, voilà. Ce qu'on est simplement, c'est heureux de s'apercevoir que petit à petit, avec des natures un peu différentes qu'à Bordeaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens à Paris qui ont été plus hésitants, ils sortaient des choses, ils les remettaient sur le jardin d'hiver, il y a d'autres qui ont pris ça d'assaut dans la soirée, donc on découvre la nature des gens. Là, on est au 16e, en duplex, parce que comme il y a des escaliers à mi-niveau, on a une finition de toiture avec un étage et demi. Voilà. Un peu plus haut, on voit Paris. Ça, c'est le même appartement et la banlieue. Voilà.
dépenser beaucoup moins pour faire beaucoup plus. Je pense que tout le monde ici l'a dit un peu. Sauf qu'il ne suffit pas qu'on le dise pendant les conférences. Ça veut dire que c'est effectivement, s'il n'y a pas des politiques qui mettent en place ces choses-là, qui portent attention à ça, on continue effectivement à partir au Pérou, toute seule, se battre, à aller à Widok aussi, toute seule, se battre, et qu'à un moment donné, c'est une énergie qui est difficile à tenir. Vous êtes jeunes, nous on commence à être fatigués. On en a marre de porter des choses où on nous dit c'est formidable, mais finalement on les fera un autre jour. Voilà. Bon. On a commencé ces histoires-là sur la question du logement en 95. En 95. On a de la chance, on a fait 600 appartements sur des centaines de milliers à faire. Bon. Voilà, donc il ne faut jamais démolir. Non mais ça va aller. Bon. Je les adore. Bon, ne jamais démolir, parce que ça peut donner ça. Économiser les coûts des travaux. En gros, globalement, entre une démolition et une reconstruction et la transformation, on économise 60% d'un budget. Économiser les énergies. Là, on parle de l'énergie grise, c'est-à-dire que quand on nous sort un bâtiment BBC vachement intelligent et qu'on ne parle pas de la démolition qui a eu lieu avant, et puis la construction de la ZAC avec les nouvelles voiries, avec la crèche qui a été démolie pour en reconstruire une autre 10 mètres plus loin, on parle de rien. Bon, là, l'énergie grise dépensée, c'est 74% moins qu'une démolition-reconstruction, et on ne parle pas des aménagements. Économiser les coûts d'aménagement sur une ZAC, par exemple, qui est autour de la porte Pouchet, on a perdu la capacité, avec les budgets annoncés, de construire 240 logements, pardon. C'est à peu près à l'échelle de ce dont parlait Jean-Philippe tout à l'heure sur l'ANRU. Ça, c'est quoi déjà ? Moins 56, adaptation. Ah oui, ben c'est ça, c'est ce dont on vient de parler. Voilà. Bon. De toute façon, on est vachement meilleur que les démolitions. Voilà. Abaisser les charges de chauffage, ça c'est 60%. C'est pur et dur. Créer de nouveaux logements, ça c'est intéressant parce qu'il va suivre après. C'est-à-dire qu'effectivement, la capacité globale de cette tour-là, simplement le projet de transformation qu'on a fait, puisqu'on a fait varier les typologies, si on considérait simplement l'augmentation de surface, de façon rationnelle, ça voudrait dire qu'on a à peu près gagné une vingtaine de logements sur la tour elle-même, c'est-à-dire simplement en l'épaississant, en augmentant. Bon, donc sur une petite parcelle de territoire. Ce qui nous amène à parler de la ville. Bon, on a des sujets sur la ville qui sont récurrents, c'est on n'a pas assez de logements, on a des milliers de gens qui sont dehors, on a les problèmes d'accès financier au logement, les loyers sont trop chers, les coûts d'acquisition sont trop chers. Comment faire ? Ça fait des années qu'on entend comment faire. En 2008, le Grand Paris est lancé. Je ne sais pas pourquoi, la question du logement est oubliée dans Paris. Bon, ça paraît quand même un Grand Paris. Si tout le monde se met autour de Paris et qu'il n'y a plus personne dans Paris, ça va être bizarre. Bon. Donc on se met à lancer une recherche très très précise, très très méticuleuse, qui est issue finalement de l'expérience qu'on a de la Tour Bois-le-Prêtre. Sur la Tour Bois-le-Prêtre, effectivement, donc on a parlé finalement, dans le projet qu'on a fait, on avait la capacité théorique d'avoir déjà 120 logements au lieu de 100. C'est-à-dire simplement en travaillant sur l'immeuble. En travaillant sur la parcelle propre de la tour, on s'aperçoit qu'on peut encore gagner une trentaine de logements. Ça veut dire que sur un tout petit territoire de Paris, ce petit territoire, en faisant attention aux gens, en faisant attention aux arbres, en donnant des grands logements, on peut passer de 97 logements à 130, 140 logements. Bon. Ça veut dire qu'on n'a pas cassé de route, on n'a pas refait de route, on n'a pas cassé d'immeuble, on n'a pas coupé d'arbres. On a, en termes de foncier, on n'a aucune acquisition foncière parce que le foncier existe. Ça veut dire que l'économie globale de tout ça est incroyablement positive par rapport à une ZAC qu'on va créer suite à des démolitions, des nouvelles voiries, des nouveaux réseaux, des nouveaux égouts, des nouveaux trucs. Bon. C'est-à-dire que c'est à la fois une recherche de qualité de logement et à la fois une capacité économique incroyable. Bon, donc on s'est lancé dans quelque chose qui est un peu invraisemblable à l'échelle d'agence, sur le repérage systématique de toutes les situations dans Paris qui pouvaient permettre effectivement à la fois de transformer des logements existants, cela concerne 450 000 logements existants, et d'augmenter sur les territoires constitués à peu près 135 000 logements nouveaux.
On n'a pas fait les projets de ça. On a essayé d'évaluer de façon précise la capacité d'une ville, d'un territoire organisé, à pouvoir se redensifier très très doucement. Ça donne 1648 situations sur lesquelles parfois on peut rajouter un logement ou 0, parfois 10, parfois 200, parfois 400. Mais pas de façon homogène, pas de façon générique. Là, on voit simplement à l'échelle de Paris, on a pris les 22 communes autour, parce que ça nous semble évident que quand on passe le périph', on est toujours à peu près au même endroit. On a l'échelle du rapport des surfaces foncières en bleu et en rouge, exact par rapport à la taille de Paris, disponible, sur lesquelles on a travaillé. Donc ça veut dire que chaque situation est inventoriée, chaque situation fait l'objet d'une fiche de capacité en termes urbains, en termes de capacité existante. Voilà, on les développe. Forcément, il faut connaître les propriétaires, il faut connaître les surfaces, il faut connaître tout un tas de choses. C'est un travail de fourmi. On essaye d'évaluer la capacité de chaque territoire selon les conditions, selon les systèmes constructifs, selon la capacité, selon la réglementation qui est donnée, plus la réglementation à laquelle on ajoute des réglementations objectives, c'est-à-dire effectivement considérer qu'il y a des gens, conserver les vues, conserver les arbres, les situations, c'est-à-dire les améliorer et non pas les contredire par des extensions. Donc on a des fiches comme ça qui viennent pour, au bout du compte, s'apercevoir que sur tel site, on a 240 logements possibles, sur tel autre, on en a 22. Bon. Et tout ça, ça constitue des chiffres qu'on peut additionner pour arriver à 135 000 logements. Bon. Ça veut dire que le plan masse, la photo aérienne de Paris, elle est la même avant et après. Sauf qu'on a rajouté 135 000 logements. Début du siècle, Paris avait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, on en a 2 millions et quelques. Bon, ça veut dire où ils sont passés, on ne sait pas. Bon. Au-delà de la question propre du logement, on peut s'attacher simplement à regarder ce qu'on appelle des situations urbaines capables. C'est-à-dire que ce travail de fourmi qu'on essaye de faire et d'attention qu'on fait strictement au niveau d'un logement, on pourrait aussi le faire au niveau d'un quartier, d'une petite situation un peu particulière, sans la découper comme une géométrie de ZAC, mais simplement se dire qu'à partir d'un logement, effectivement, on peut aller chez le boucher, on peut aller à son bureau, on peut aller à une station de taxi ou de métro ou de bus, et que ça, c'est notre petite situation urbaine environnante. Et peut-être qu'il faut regarder sur chaque petite situation urbaine, quelle est la capacité d'actualisation de cette situation. Peut-être qu'il manque un petit peu quelque chose, peut-être qu'il y a un poteau à redresser, peut-être qu'il y a différentes échelles d'intervention à faire, et que globalement, quand on avait regardé par exemple sur la place des Fêtes, on s'apercevait que sur cet endroit-là, on pouvait créer à peu près 2000 logements de plus, sans faire peu de choses, en améliorant les logements existants, qu'il y avait des activités à créer, qu'il y avait tout un ensemble de choses qui étaient en fait l'actualisation de l'habitabilité des villes. Voilà. Et ce travail-là, on le fait avec plaisir et fatigue, mais avec plaisir et joie. Voilà. Merci.